Et je vais on m'a invité, je vous remercie de m'avoir invité pour parler d'intelligence, sachant que je n'y connais pas forcément grand-chose, et vous verrez bien pourquoi. Moi, je suis donc un des auteurs de La Tronche en Biais, qui est une chaîne YouTube. Donc vous abonnez naturellement sur la Tronche en Biais. J'appartiens à des trucs qui s'appellent l'ASTEC, qui est une association qui était basée à Nancy, où on promeut la démarche scientifique et l'esprit critique. La menace terroriste, c'est le nom de mon blog. Et puis il y a la Vidéothèque d'Alexandrie et Vidéosciences, qui sont deux plateformes sur YouTube, donc de gens qui mettent en avant les contenus donc plutôt culturels pour la vidéothèque et plutôt scientifiques pour Vidéosciences, parce que dans YouTube il y a beaucoup de choses, et il y a notamment des choses pas terribles, donc c'est mieux de savoir un peu trier le grain de livret. Donc voilà, on vous propose des contenus de qualité, et je vais tenter de vous parler donc, de l'intelligence collective et de la théorie argumentative du raisonnement, qui est une théorie française, Cocorico, qui n'est pas très vieille, mais ça sera juste pour la toute fin de ce que je vais vous parler. Là, je vais plutôt vous démontrer que vous êtes moins rationnel que ce que vous pensez. Voilà. Ça sera donc un grand exercice d'humilité pour chacun d'entre nous. Sachant que on a l'intelligence d'un côté, on a la rationalité de l'autre, que j'ignore s'il y a une bonne manière de définir l'intelligence. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Et pour la rationalité, c'est guère mieux en fait. Mais je m'y connais un peu plus, donc moi je vais plutôt vous parler de l'aspect rationalité. L'intelligence, c'est plutôt ce qui va être la capacité à faire des opérations mentales, donc le calcul. Et la rationalité, ça va plutôt être la capacité à ne pas se tromper, à ne pas poser de mauvaises questions et à ne pas être dans les pièges. Et donc la rationalité, c'est plutôt lié à la pensée méthodique, donc à la méthode. Et donc on va parler de ça. Et je vous propose de faire tout de suite une petite expérience de pensée pour vous démontrer que vous n'êtes pas totalement maître de ce qui se passe dans votre cerveau. Hein. Donc, alors c'est pas compliqué, ça va prendre quelques secondes. Donc fermez les yeux ou gardez-les ouverts, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais faites le vide dans votre esprit. Et vous allez faire juste que j'aurai une consigne, il faudra respecter la consigne pendant, 3 secondes. Alors veuillez, pendant 3 secondes, s'il vous plaît, ne pas penser à un chaton. Voilà, c'est perdu. Alors il y a une variante qui est peut-être plus facile, ne pensez pas à un ours blanc. Perdu aussi, bon d'accord. Donc en gros, on n'est pas capable de contrôler ce qui se passe dans notre cerveau. Hein, il y a des opérations qui se passent en coulisses, on n'a pas de moyen de faire ce qu'on veut. Donc on subit un peu ce qui se passe dans notre tête. Et donc on a besoin, pour éviter les erreurs, de passer par une pensée méthodique. Pourquoi ? Parce qu'il faut poser donc une série de questions. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait ? Comment on sait qu'on ne se trompe pas, et comment on peut estimer la crédibilité d'une proposition qu'on va nous faire ou même de ce que nous en pensons. Donc la pensée critique, elle a 2 niveaux. Elle a le niveau de penser contre soi-même et le niveau de se défendre contre ce que les autres vont nous dire. Alors évidemment, un des deux qui est facile, c'est celui-ci. Se défendre contre les idées un peu bizarres, en fait, c'est facile. Mais se défendre contre ce que nous on pense, ça c'est très dur. Et c'est très inconfortable, et peut-être que moi-même j'échoue d'ailleurs à le faire souvent. Donc il faut essayer d'abord d'appliquer la pensée critique contre soi pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et après on pourra aller voir ce que pensent les autres. Et on a besoin de ça parce que notre cerveau, alors je n'ai pas fait de sondage ici, mais en général quand on ouvre le crâne de quelqu'un, dedans il y a un cerveau. Et il est fait à peu près pareil pour tout le monde, et on a les mêmes biais, et donc c'est un organe qui est de toute beauté, qui est très pratique, mais qui est peu fiable. Parce que c'est un organe qui... ça marche. Je ne vois pas ce qui se passe derrière moi, donc voilà, il peut y avoir. Donc c'est un organe qui nous donne des intuitions fautives, qui nous donne des jugements hâtifs, qui est très mauvais en stats. On fera un petit test, surtout moi, on est très mauvais en stats. On cherche trop de cohérence. Et notamment les gens qui sont un peu conspi, tout fait sens pour eux. Alors que quand on n'est pas conspi, des fois ça n'a pas de sens et il faut accepter. Et donc on surestime notre capacité à comprendre le monde. On veut tellement comprendre que des fois on comprend trop. Et en fait on ne comprend pas. Et notamment dans cette volonté de comprendre, on oublie que le cerveau est un organe qui sert à halluciner. Donc je vais vous le démontrer tout de suite là. Votre cerveau hallucine tout le temps. Par exemple, là vous avez une barre qui est grise uniforme. Voilà. Elle est toujours grise uniforme, elle n'a pas bougé. Et pourtant, vous la voyez plus foncée à droite qu'à gauche. Donc, quand le contexte change, notre perception de l'information change. Donc, vous hallucinez. Alors, voilà une deuxième. Là, on n'a pas grand-chose sur l'écran. Et si je fais ça, on a tout de suite beaucoup mieux. Alors, tiens, c'est déformé. On a donc un disque orange et des disques bleus. Okay. Le disque orange ne change pas de taille.
qui ne bouge pas de taille. Et pourtant, c'est impossible de ne pas voir pour changer de taille. Vous aurez beau savoir que moi je sais qu'il ne bouge pas, et pourtant je le vois là, et là il réduit. Ça le... et puis, voilà. Donc vous êtes incapable de voir exactement ce qui se passe sur l'écran. De la même manière ici, on va faire un sondage, combien est-ce qu'on va de couleurs? Donc je vous laisse compter les couleurs sur l'écran. Combien de personnes voient 4 couleurs? Combien on voit 5, 6, 7? Combien on voit 3? Ok, c'était la bonne réponse. On est d'accord que, a priori, moi j'en vois 4. A priori, on a le vert pâle, le orange, là, on a du vert et du orange, et puis là on a du bleu et du violet. Ok? Mais si on regarde de plus près, là, je fais un zoom et je rapproche. Le vert pâle ici et le bleu pâle, en fait, c'est la même couleur. Ok? Donc le vert qui est là, et le bleu qui est là, c'est la même couleur. Bon, bah, bon courage pour vous en rendre compte malgré votre cerveau. Même exercice. Là, vous avez sur les deux diagonales, les diagonales de cases qui ont la même couleur. Pourtant, il y en a une qui nous apparaît rouge foncé et l'autre qui nous apparaît plutôt mauve. Enfin, violet, les couleurs, c'est chiant. Mais en gros, on est d'accord qu'on ne les perçoit pas de la même manière. Pourquoi? Parce que notre perception, en fait, c'est une activité, c'est pas passif. On n'est pas là tranquille et le monde nous apparaît. Non, non, c'est nous. On a une grille de lecture et on va coller une grille de lecture sur le monde. Donc on est actif dans la perception. On va le prouver encore une fois avec ici. Tout le monde voit les spirales. Oui? Il n'y en a pas. C'était le piège. Hein, c'est ça. Hein, on voit bien que c'est. Par contre, c'est un peu écrasé parce que moi j'avais dit 16 neuvième. Hein, et donc là, je suis désolé, du coup, les images vont être totalement écrasées, mais ça ne change pas grand-chose. Donc vous avez un ovale hein, qui est totalement ovale, il n'y a pas de spirale. Ici, on regarde à l'intérieur, c'est toujours un cercle fini, dedans aussi. Donc on peut continuer jusqu'au bout comme ça. Il n'y a aucune spirale. Et pourtant, on voit une spirale. Ok? Donc là, ce sont des illusions sensorielles. C'est-à-dire que votre œil capte parfaitement ce qui se passe. Donc votre réception est bonne, mais votre perception elle est un petit peu fuckée, si je peux me permettre l'expression. Et ce qui est vrai pour les perceptions de l'espace ou du temps est vrai pour les illusions cognitives. Donc il y a parfois des idées qui nous paraissent vraies. J'ai un cheveu qui m'agace. Ils nous paraissent vrais, je sais quoi faire. Mais des fois, on se trompe, donc c'est ce qu'on appelle des illusions cognitives. Et donc je propose un petit quiz. Donc en général, je fais ça avec une feuille. Bon là, on va aller vite, donc on va les corriger directement. C'est plein de petites questions dans lesquelles vous savez d'avance qu'il y a un piège. Hein, sinon, je ne les poserai pas. Donc je vous joue le jeu. Essayez vraiment de répondre qui vous vient à l'esprit comme ça. Parce que c'est ça qui est intéressant. Si vous dites qu'on a une raquette et une balle qui, ensemble, sont vendus 11 €, que la raquette vaut 10 € de plus que la balle, combien vaut la balle? Bon, on est d'accord que, à part ceux qui sont profs de maths, dénoncez-vous? Il n'y en a pas? Ah, il n'y en a qu'une. Bon, à part les profs de maths ou ceux qui connaissent le problème, etc., on a envie de dire 1. Bon. Sauf que si je fais 1 plus 10, ça fait 11. Mais 11, c'est le prix des deux, en fait, normalement. Si la raquette vaut 10 € de plus que la balle, la raquette ne peut pas valoir 10 € dans ce cas-là. Donc, en gros, la réponse, c'est 50 centimes. 50 centimes plus 10,50 € égale 11. Voilà. Ma réponse, j'ai mal expliqué, mais vous avez compris le principe. Donc là, on a une illusion cognitive. On a l'impression qu'on connaît la réponse parce qu'elle nous apparaît spontanément, sauf qu'elle est fausse. Là, si je vous demande lequel segment est le plus grand, est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B qui est le plus long? On est d'accord que, évidemment, B est plus long. Sauf qu'évidemment, en fait, ils font la même taille. Parce que c'est le piège. Donc là, on a A, on a B, et si on les met l'un au-dessus de l'autre, on a A et B qui valent pareil. Mais parce que avec B, on a un prolongement, on a l'impression que le segment est plus grand. Ici, si je lance une pièce qui n'est pas truquée, et que je mets P quand j'ai pile et je mets F quand j'ai face, selon vous, quel est le lancer qui est le plus probable? Est-ce que c'est pile, face, pile, pile, pile? Est-ce que c'est face, pile, pile, pile? Est-ce que c'est face, pile, 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 pile? Bon, qui veut répondre A? Le lancer le plus probable. Qui répond B? Levez bien haut vos mains, il faut assumer, c'est pas grave. Okay. Qui répond C? Qui ne veut pas répondre à mes questions? On annule tout, je m'en vais, Manuel. Hein, ils sont pas coopératifs.
La bonne réponse est A. Pourquoi c'est A la bonne réponse? Parce que si on regarde A et B, en fait, B est contenu dans A. Puisque à chaque fois, on a une chance sur deux. Si je fais pile, face, pile, 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 et si avant je fais face, avant j'avais une chance sur deux. J'aurais pu faire pile ou face. Donc le lancer B, il arrive 2 fois moins souvent que le lancer A, puisqu'il contient le lancer A. En revanche, entre B et C, comme il y a le même nombre d'occurrences, c'est la même probabilité. C'est comme quand je lance un dé, si je fais 3, 2 et 5, ou si je fais 6, 6, 6, j'ai la même chance d'avoir l'un de l'autre. Pourtant, 6, 6, ça nous paraît plus étonnant. Mais non, on avait les mêmes chances. Parce que notre cerveau, il considère que 6, 6, 6 est un événement un peu plus marquant, plus signifiant, donc moins probable. Parce que notre perception du hasard, elle n'est pas tellement... on n'est pas très bon, quoi, ça arrive. Alors donc là, j'ai un problème avec des visages. Là, il faut être concentré. C'est le moment où c'est un peu compliqué. Hein. On a Georges, Georges, Nathalie et Robert. Voilà. Donc on a Georges. Alors dans l'histoire, Georges n'est pas marié. J'ignore s'il est en vrai. Hein. Donc Georges n'est pas marié, donc il est à droite. Robert, à gauche, est marié. Voilà. Georges regarde Nathalie, qui est au milieu. Nathalie regarde Robert. Jusque-là, c'est un triangle classique. Question, est-ce qu'une personne non mariée regarde une personne mariée? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce qu'on ne peut pas savoir? Je vous laisse quelques secondes. On ne copie pas sur le voisin, on réfléchit, on cherche. Et je vous demande de lever la main bien haut en assumant votre réponse. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc, Georges n'est pas marié. Robert est marié. Georges regarde Nathalie, Nathalie regarde Robert. Est-ce que quelqu'un de non marié regarde quelqu'un qui est marié? Alors, quelqu'un qui veut répondre oui? On lève la main. Une réponse, 2, 3, 4. Qui répond non? Qui répond on ne peut pas savoir? Qui n'a pas répondu? Vous venez ici, c'est qu'on n'a pas répondu. La réponse est oui. Parce que, et c'est là en fait où je peux introduire la méthode scientifique, il faut poser une hypothèse au départ. Ok, on ne sait pas si Nathalie est mariée ou pas. Alors si on ne sait pas, on ne peut pas répondre. Ça, c'est ce qu'on a envie de dire. Sauf qu'il y a deux possibilités. Ou elle est mariée ou elle n'est pas mariée. Eh bien, on teste. Si Nathalie n'est pas mariée, elle regarde Robert qui est marié. Donc oui. Si elle n'est pas mariée, Georges la regarde et il est marié. Donc oui. Donc dans les deux cas, on a oui. Donc on est sûr à 100% qu'il faut répondre oui à la question. Mais pour ça, il fallait sortir et poser des hypothèses et les tester. Elle est bien celle-là? Hein? Voilà. Ils sont contents? C'est bien. La réponse était oui. Bien, maintenant, un peu d'économie. J'adore l'économie. Non, je blague. Donc, je vous propose, imaginez que c'est vrai, c'est du vrai argent. Je vous dis, alors, il y a deux choix. Soit je vous donne 240 €, ou alors, on lance une roue, machin, et vous avez 25% de chance de gagner 1 000 €. Qu'est-ce que vous choisissez? Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Là, en fait, c'est de la psychologie sociale, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Est-ce que vous avez envie de prendre l'argent ou de jouer? Qui veut prendre l'argent? Et qui veut jouer? Vous n'êtes pas des gens normaux. Hein? La proportion n'est pas ce qu'on trouve dans le monde normal. Hein? Et si je vous dis qu'en fait, c'est 250 € et pas 240, qui joue quand même? Okay. Deuxième question, qui est la symétrique de celle-ci. Je vous dis là, par contre, c'est du vrai argent, mais je vous le prends. Soit vous me donnez 750 €, en plus la somme est plus forte, ou alors on joue à un jeu et vous avez 75% de chance de perdre 1 000 €. Alors, qui veut me donner l'argent? On lève la main. Tu prends les noms, Emmanuel, hein, on prend les chèques, on prend la carte bleue. Qui, là, veut passer par le jeu? Vous êtes plus nombreux à passer par le jeu. Du coup, on revient sur une description où vous êtes plus normal que ce que je pensais. Voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe? On a deux choix. Alors, ok, l'espérance des gains, à gauche, elle n'est pas totalement équivalente, c'était pour voir. Si on mettait 250 €, en fait, on aurait A et B seraient équivalents, en fait. Sauf que psychologiquement, avoir un gain de 250 €, c'est mieux que peut-être 1 000 €. Donc la plupart des gens vont prendre 250 parce qu'on préfère assurer la proie. De l'autre côté, par contre, une perte sèche, on n'en veut pas. On va prendre de risques. Donc c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte, enfin l'aversion au risque ou l'attraction au risque.
Et ça explique à peu près les krachs boursiers, en fait. Hein, ce qui se passe là. C'est que dans une certaine situation, alors que les A, B, C et D, chacun de son côté, sont équivalents, ils ne font pas le même choix entre acheter ou vendre ou accepter de perdre ou ne pas perdre en fonction de s'ils ont l'impression que ça leur appartient. Si on fait un test et qu'après une expérience, on donne aux gens un mug et qu'on leur demande d'estimer la valeur du mug et de le racheter après, si on leur a donné le mug, il vaut plus cher que si on ne leur a pas encore donné. Oui, et c'est jusqu'à 20%. Tout ce qui nous appartient à nous, c'est plus cher parce que ça nous appartient. Et que si on doit s'en défaire, ça nous coûte. Alors que si on doit l'acheter... Donc quand vous vendez votre maison, forcément, vous avez envie de la vendre plus cher que ce que les gens veulent l'acheter. Hein, ça, c'est logique. Qu'est-ce que j'ai... Alors après, donc, une petite expérience. On va parler de Jean. Alors Jean est quelqu'un de sympathique, il est discret, il est timide, il est réservé et effacé. C'est Jean. Quelle profession, selon vous, a-t-il plus de chances d'exercer Jean? Est-ce que c'est plus probable qu'il soit vendeur ou neurochirurgien avec ce profil? Qui va répondre vendeur? Et qui va répondre neurochirurgien? Vous êtes beaucoup plus nombreux à répondre neurochirurgien. Pourtant, les stats vous donnent tort. Il y a beaucoup plus de vendeurs, même timides, que de neurochirurgiens. Hein? Donc attention. Ça, c'est ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. Parce que vous associez ces caractères-là, vous dites « Ah bah ça ne peut pas être un vendeur ». Il y en a quand même, des vendeurs timides. Et ils sont quand même plus nombreux que les neurochirurgiens. Donc il faut se rappeler de la taille de l'échantillon. Et ça, c'est une erreur qu'on commet constamment. Et n'ayez pas peur, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce qu'on appelle un point aveugle. C'est-à-dire que dans cette pièce, je ne sais pas combien on est, mais on est quasiment tous d'accord pour dire que chacun d'entre nous, on est moins biaisé que les autres. Avouez. Voilà. Bon, les uns comme les autres, on a la même chose, on a à peu près ça dans le crâne. Et cette chose-là, elle est embourbée dans des biais liés à l'essentialisme, des biais de confirmation, des biais de perception, on en a parlé. On a une angoisse existentielle qui fait qu'on veut croire des choses et qu'on refuse de croire d'autres choses. On a toute une série d'influences sociales. On a des biais téléologiques, on a des illusions d'agents, on a des dissonances cognitives, et tout ça sont des sources d'erreurs. Donc on se trompe tous au moins sur quelque chose. Et sans doute sur beaucoup de choses. Le pire, c'est que quand on fait la somme des vecteurs de ces choses-là, bon là, ce n'était pas des vrais vecteurs, ce n'est pas des vrais maths, hein, pardon. Mais en gros, ils s'additionnent et ils vont dans le même sens, et donc c'est ce qu'on appelle les pentes de l'esprit humain. Et c'est avec ça que jouent les hommes et les femmes politiques, avec les pentes de l'esprit humain. Comme vous coulez naturellement vers des conclusions, on vous accompagne, pourvu que les conclusions aillent dans le sens du programme qu'on veut vous vendre, et ça marche très bien, d'ailleurs, ça fait des années que ça dure. Mais alors, du coup, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on est tous fait pareil et qu'on a tous des biais comme ça? Parce qu'on pourrait se dire, ça fait quand même 3 milliards d'années, 3,5 milliards d'années que la vie existe sur Terre, qu'elle se débrouille pour ne pas mourir, vu qu'on est encore là, qu'elle construit des structures biologiques, des organes, des cerveaux qui sont quand même pas mal foutus. On pourrait dire que le cerveau est un organe tellement bien foutu qu'il devrait à chaque fois nous amener vers la bonne réponse. Or, systématiquement, on s'est trompé sur ce qu'on a fait là. Pas tous, mais enfin, systématiquement, la majorité d'entre vous répond faux. Donc, notre cerveau est mal foutu, au moins un petit peu. Et comment on explique ça? Alors, soit Darwin avait tort, soit Dieu est un farceur, soit il y a d'autres explications possibles, notamment parce que, je vais venir sur un biais en particulier, on a le biais de voir des choses qui n'existent pas. Donc là, vous allez halluciner encore. Hein. Vous êtes prêts? Hop, halluciner. Voilà. Donc il n'y a pas un seul visage, hein. Même sur le toast, il n'y a pas un seul visage. Ça s'appelle une pareidolie. Donc c'est une illusion, et on est très fort pour voir des visages. Alors là, à gauche, vous avez le profil. On voit les deux profils à gauche. Voilà. On a un module dans la tête qui reconnaît les visages. On est extrêmement fort pour ça, c'est le truc qu'on reconnaît le mieux. C'est pour ça que quand on regarde les nuages, parfois on peut reconnaître une coccinelle ou que sais-je, j'ai pas d'idée. Mais souvent c'est quand même des visages, parce que c'est l'objet qu'on reconnaît le mieux. Or, ils ne sont pas là. Comment ça se fait que tous, on est d'accord pour dire que, franchement, ce poivron ressemble à un visage? Alors qu'en fait, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de bouche, en fait, il n'y a rien, c'est des trous, quoi, avec des graines. Hein? Pourquoi ça nous apparaît comme un visage? Alors, j'ai une explication qui va être une explication biologique avec l'évolution. Vous êtes prêts? C'est mon passage préféré. Voilà. Donc, si on remonte l'évolution, il y a 100 millions d'années, donc c'est l'arbre, alors voilà, on a un arbre, et on descend. Il y a 100 millions d'années, notre ancêtre à nous tous commun ressemblait à ça. Non, il ressemblait à ça.
un truc comme ça qui faisait quelques grammes, une petite bestiole. Et à l'époque, les ancêtres des oiseaux ressemblaient à ça. L'équilibre de la terreur a changé de camp. Hein. Et donc à l'époque, quand il y avait un bruit, notre ancêtre il était extrêmement stressé. C'est pour ça qu'on est... Dans la nature, les animaux sont stressés. Hein. Si l'humain vit très vieux par rapport aux autres, c'est que nous, on est zen en fait avec le temps. On se plaint du stress au travail, mais quand vous êtes dans la savane et que vous êtes tout en train de demander qu'est-ce qui va vous bouffer, vous êtes très très stressé. Et donc, il avait grand intérêt lorsqu'on entend un bruit à dire peut-être c'est un prédateur. Plutôt que c'est pas grave, c'est juste du vent. Hein. Parce que, en gros, on a deux situations. Soit il y a un danger dehors, soit il n'y en a pas. Et soit je perçois un danger, soit je ne perçois pas. Donc c'est la perception et la réalité. Alors hop, je remplis mon tableau, sauf que ça ne marche plus. Hop, voilà. Donc soit il y a du danger, soit il n'y a pas de danger. Alors si il n'y a pas de danger dehors, décidément elle ne veut pas. Hein. Voilà. Et si je ne perçois pas de danger dehors, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Il ne se passe rien, donc j'ai rien à dire. S'il n'y a pas de danger dehors, mais que je perçois un danger, j'ai une fausse frayeur. Je suis inquiet pour rien. Éventuellement, je lâche mon sandwich, je m'évanouis, mais bon, la bestiole ne va pas me bouffer, c'est pas très grave, j'ai perdu mon sandwich. S'il y a un danger dehors, et que je... Voilà, c'est rouge. Et que je perçois le danger, j'adopte un comportement approprié. Donc je m'enfuis, je me bats, je crie au loup, que sais-je. S'il y a un danger et que je ne perçois pas le danger, on est d'accord que là, il y a un problème. C'est là que se pose le problème. Donc si je traduis cela en mathématiques, on a un faux positif d'un côté, c'est là, et on a un faux négatif, c'est là. En termes de conséquences, selon vous, si je mets ça maintenant avec M. Darwin, voilà, on a M. Darwin, Charles qui est là, avec son téléphone, et il va traduire ça en conséquences darwiniennes. Donc mon faux négatif, qu'est-ce qui se passe? Le faux négatif. Donc il y avait un danger, je ne l'ai pas vu. Je suis mort. Voilà. Mes gènes disparaissent du pool génique, hop, j'ai perdu au jeu de l'évolution, il n'y a pas de rattrapage, je le sais foutu. Si maintenant, j'ai tendance à avoir des trucs qui ne sont pas là, je panique pour rien, ben je panique, mais je reste en vie, je peux me reproduire, d'ailleurs c'est très, très plaisant en général, et donc je transmets mes gènes, j'ai gagné. Donc, génération après génération, après génération, après génération, ceux qui ne paniquaient pas sont morts. Ceux qui paniquaient, ils niquaient, ils paniquaient. Ah, c'est marrant ça. Niquer, paniquer, ça. Bref, il y a des conséquences qui fait que... Oui, excusez-moi, c'est le déjeuner, c'était lourd. Donc, on a un système de détection d'agents hypersensible. On a tendance à avoir des choses qui sont là. Et donc, nous sommes tous paranoïaques. Voilà, donc ça peut vous rassurer. Vous êtes parano, oui, mais nous aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis après? Et donc, ça, c'est dû à une chose, c'est que cette réaction de paranoïa, elle est instinctive, très puissante et immédiate. Ça, c'est le système 1. Donc, je vais parler du système 1 et système 2 de M. Daniel Kahneman. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, mais bien. Allez, fonctionne-toi. Donc, on a système 1 et système 2. Donc, l'image vous montre un cœur et un cerveau. Donc, le système 1, c'est le système extrêmement rapide, intuitif, émotif, et donc qui nous fait retirer notre main de la flamme, sursauter quand on voit une grosse araignée. Moi, je sais des grosses araignées. Alors qu'on sait bien, après coup, que l'araignée, finalement, elle ne va pas pouvoir nous bouffer. On sait bien parfois que même quand on met la main sur le poil, il est chaud, mais il n'est pas assez chaud pour nous brûler, mais on a un moment de recul quand même. En gros, l'intuition, c'est la pensée qui va plus vite que la pensée. On réagit avant de savoir ce qu'on fait. Le système 2, c'est le système du coup, qui serait peut-être plus intelligent. C'est peut-être là que serait, pour revenir un peu, pour recoller au thème d'aujourd'hui, c'est le système qui prend son temps. Je réfléchis à ce que je fais, donc c'est le mode réflexif. Et donc le système 2, c'est celui qui se trompe moins en fait. Parce que les erreurs que vous avez commises par rapport au prix de la balle par rapport à la raquette, c'est le système 1. Il vous dit, dans l'équation, il y a 1 euro et 11 euros. Il y a 10 euros et 11 euros. La réponse est 1. C'était immédiat. Il fallait faire plus que ça. Et donc, votre travail, si vous l'acceptez, dans la vie, c'est de maximiser l'apport du système 2. En vous retenant de conclure directement avec votre système 1. Hein, c'est facile à dire. Moi, j'ai dit ça, voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai voulu avoir raconté? Parce que, c'est quoi une intuition, en fait? Que tout à l'heure, on en parlait avec le philosophe qui était là, je ne sais pas s'il est revenu. Il vantait beaucoup l'intuition et moi je vais beaucoup critiquer nos intuitions parce que nos intuitions, en fait, ce sont des convictions qui sont extrêmement fortes, qui sont immédiates, qui sont
dur à mettre en cause, parce que c'est ce qu'on dit, je le sens dans mes tripes, c'est ça fort, qui sont totalement impossibles à justifier. Pourquoi tu sens comme ça? Parce que c'est comme ça que je le sens. Qui sont, on ne sait pas d'où elles viennent en fait, c'est un peu lié au fait qu'on ne peut pas les justifier. Et elles sont donc de purs préjugés. Et on sait tous que les préjugés c'est mal, c'est caca. Or, le mot intuition est connoté très positivement. Et le mot préjugé est connoté très négativement. Et pourtant, c'est la même chose. Pourquoi? Je vous le demande, je vous laisse réfléchir à cette question. Si les préjugés c'est mal, alors les intuitions c'est mal. Et donc, on a un risque d'erreur maximale parce que nos intuitions, on n'a pas envie de la mettre en cause. La preuve, c'est que quand on a une première impression sur quelqu'un et qu'elle est positive, et qu'au final, on est trahi 2 fois. Parce qu'on est trahi, en plus, on avait une bonne idée. Donc, on se sent un peu con, quoi. Alors que, quand on avait une bonne impression et qu'elle est justifiée, on est fier de notre préjugé. C'est curieux, hein? Donc, peut-être qu'il faudrait être moins fier de nos préjugés et remettre en question nos intuitions. Mais donc, la grande question, et c'est là où je vais en venir, c'est que pourquoi est-ce qu'on a tous les mêmes biais? Alors, ok, je vous ai dit, pour les illusions d'optique, et à droite, vous avez un canard ou un lapin, comme vous regardez, on voit des choses qui ne sont pas là, et ça s'explique parce qu'il vaut mieux commettre l'erreur du faux positif que du faux négatif. Je suis présent. Parce que le faux positif, c'est pas grave, le faux négatif, c'est grave. Donc c'est logique qu'on ait tous tendance à halluciner, à être paranoïaque. En revanche, comment ça se fait qu'on est mauvais en statistique, qu'on se trompe avec la raquette, et que voilà, ces erreurs-là, elles ne sont pas justifiées par rapport à une ligne évolutive dans la savane. A priori, le cerveau, on a toujours pensé que le raisonnement était là pour nous aider à décrire le réel, à comprendre le réel. Or, on a des biais cognitifs, chez tout le monde, qui ne sont pas explicables par un processus darwinien évolutif. Alors en fait, maintenant, on a trouvé une explication. Donc notre système 2, non, système 1 en fait, c'est système 1, j'ai rien dit, c'est le 1. C'est le système 1, sachant que en fait, le problème du système 2, c'est que pour qu'il marche, il faut qu'on l'appelle le système 2. Et le système 1, il n'est pas coûteux, le système 2, il coûte beaucoup d'énergie. Vous allez qu'à voir les gens qui font des problèmes de maths, les devoirs maison, dans les devoirs parce que moi ça m'a beaucoup marqué, il fait chaud à la fin. Voilà, il fait très chaud, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie en fait. Votre cerveau, il fait 4% de votre masse et consomme 20% d'énergie. Donc quand en plus il faut réfléchir, c'est très dur. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces biais-là qui ne sont pas explicables par les éléments du système 1, comme c'est écrit là? C'est parce que, et on se rapproche du thème, peut-être que c'est pas fait pour ça. Peut-être que le raisonnement et le système 2, il n'est pas fait pour, alors je dis pour avec plein de guillemets, parce que c'est un abus de langage, c'est pas fait pour qu'on raisonne avec. Le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Et je vais vous le démontrer. Je vais essayer. Donc, il y a ce qu'on appelle les tâches de Wesson, il y en a 2 types. Alors, si vous connaissez, évidemment, vous oubliez, vous ne répondez pas, vous restez dans votre coin. Et si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, faites l'effort. Donc, je vais vous présenter un triplet de 3 chiffres. Pour le faire, pour le construire, j'ai utilisé une règle mathématique. Et je vous demande de me trouver quelle est la règle. Donc, le triplet, c'est celui-ci, 2, 4, 6. Alors là, je vous donne le contenu de ce qui a été fait par Wesson, c'était dans les années 50, c'est vraiment l'expérience historique. Et donc, il demande aux gens dans son laboratoire, proposez-moi des triplets de votre composition, et je vous dirai si oui ou non, ils complètent, ils peuvent être faits avec la règle que moi j'ai utilisée. Le but étant à la fin que vous me disiez, voilà, c'est la règle, telle est la règle que tu utilises. Vous avez autant de temps que vous voulez, autant de propositions que vous voulez. Alors, donc du coup, comme vous êtes nombreux, on ne va pas pouvoir le faire, donc je vais le faire à votre place. La plupart des gens se disent 2, 4, 6, ça ressemble à une suite croissante monotone de nombres pairs. Donc je vais proposer 12, 14, 16, pour voir. Et moi je vous réponds, oui, ça marche, avec ma règle, on peut construire ça. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien. Du coup, souvent les gens proposent après, alors j'essaie de 13, 14, 15 pour voir si ça marche. Oui, ça marche. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien. Alors se disent, alors peut-être qu'il faut additionner les 2 premiers pour faire le 3e. Donc je propose 11, 12 et 23. C'est ça? Et je réponds, oui, ça marche. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien. Parce qu'à chaque fois, on a tendance à proposer le triplet qui marche avec la règle qu'on a en tête. On veut confirmer la règle.
Or, si la proposition est que c'est une suite croissante de nombres pairs, je vais dire, je propose 1, 2, 3. Ma réponse est oui, ça marche. Ok, donc je sais que ça n'est pas construit avec des nombres pairs, puisque j'ai 3 dans ma réponse. Si ma proposition c'est que c'est une suite croissante, je vais tester avec 1, 1, 1. Et ma réponse est ouais, ça marche aussi. Bon, ok. En fait, la vraie réponse était c'est une suite croissante, mais pas strictement. Donc pour vérifier ça, il fallait proposer 3, 2, 1, donc une suite décroissante, et là je vais dire non, ça ne marche pas. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça... Donc, en gros, à chaque fois que vous avez une hypothèse, il faut chercher à la réfuter. C'est ce que fait la science en général. Enfin, c'est ce que fait toujours la science. Or, on a tendance naturellement à vouloir la confirmer, la règle. Et donc, quand on a confirmé la règle, on se dit « Ah, chouette, j'avais raison ». Or, on n'a rien prouvé, puisqu'on n'a pas cherché à la réfuter, la règle. Donc, on oublie tous les cas où on pouvait avoir tort. Voilà, donc ça c'est la première. Et la deuxième tâche de Weyson, c'est par rapport aux cartes de Weyson. Donc il a des cartes à jouer. Avec d'un côté, on a une lettre, et de l'autre côté, on a un chiffre. Et il dit, la règle est simple, c'est que lorsque j'ai une voyelle d'un côté, derrière j'ai un chiffre pair. Ok? Et je pose sur la table 4 cartes. Donc EK 4, 7. Et je vous demande, est-ce que vous pouvez vérifier que la règle que je vous ai dite, elle est vraie ou fausse? Et vous pouvez retourner les cartes. Quel est le nombre de cartes minimum et lesquelles vous devez retourner pour vérifier si la règle est vraie? Qui n'a pas compris la question? On est entre gens très intelligents, mais on peut aussi pas comprendre. Si j'ai mal posé la question, peut-être que c'est moi qui ai tort. Hein. Ok? Si j'ai une voyelle, en face, j'ai un nombre pair. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si ma règle, elle est juste ou pas? Alors, on va lever la main, et il y a 4 cartes. Qui veut retourner la carte E? Ok. Qui ne veut pas retourner la carte E? Tous les autres, donc. C'est l'un ou c'est l'autre, il ne faut pas me la jouer. C'est logique. Qui veut retourner la carte K? Donc tous les autres ne veulent pas retourner la carte K. On est d'accord? Toi, tu veux pas, toi, c'est ça, tu fais les deux. Autant qu'on veut. Ah, mais non, si on retourne tout, c'est facile. L'idée, c'est de retourner juste ce qu'il faut pour savoir. Et la bonne réponse, c'est 2. Donc il faut retourner en retournant les deux. Qui veut retourner la carte 4? Qui veut retourner la carte 4? Qui ne veut pas retourner la carte 4? Et qui veut retourner la carte 7? Et qui ne veut pas retourner la carte 7? Bon, je n'ai pas fait les calculs. Sachez qu'en général, les gens veulent retourner la carte E et ils ont raison. Parce que si je la retourne et que derrière j'ai un 7 ou un 9, alors la règle est fausse. Alors que si je retourne K et derrière j'ai un 3 ou un 8, vu que ce n'est pas une voyelle, en fait je m'en tape. Il peut y avoir ce qu'il veut derrière la carte. Alors après, la plupart des gens veulent retourner la carte 4, et si je la retourne et que j'ai un M, par exemple, qu'est-ce que ça nous apprend sur la règle? Donc il ne faut pas retourner la carte 4, il faut retourner la carte 7, parce que elle, si je la retourne et que j'ai un E, j'aurais dû avoir un chiffre pair en fait. Donc il faut retourner la carte E et la carte 7, pour réfuter éventuellement la règle, alors que la carte K et la carte 4, elles peuvent que la confirmer, éventuellement, mais pas jamais la réfuter. Donc le taux d'erreur à ce test-là est de 90%. Voilà. En gros, on ne sait pas faire. Ça, on a envie de confirmer la règle plutôt que de la réfuter. Mais, et c'est là où j'en viens enfin au thème de l'intelligence, pas encore, mais presque, collective, c'est que si on change le contexte, si je vous dis, ok, donc c'est des confirmations, voilà. Si je vous dis, oublions les cartes, on est dans un bar. Il y a une règle, c'est que si jamais on a moins de 18 ans, on ne doit pas boire d'alcool. Donc c'est comme pour les cartes, il y a un côté l'âge, et en face, on a qu'est-ce qu'on boit. Et donc on a 4 personnes, il y en a un qui boit du whisky, l'autre qui a 15 ans, l'un qui a 26 ans, l'autre qui boit du soda. Et le but du jeu, c'est de savoir qui ne respecte pas la règle. Donc je traduis ça en images pour être plus simple. Bon, maintenant il a vieilli, mais bon, maintenant qu'il a 14 ans. Donc, quelqu'un qui boit de la bière, du Pepsi, quelqu'un qui est mineur, quelqu'un qui est majeur. Comme tout à l'heure, on va en vérifier 2, puisque c'est le nombre minimum. Qui veut vérifier quel âge a cette personne-là? Qui ne veut pas vérifier?
Ok. Et tous les autres s'en tapent. Mais quand est-ce qu'il a fini? Qui veut vérifier l'âge de la personne qui est là? Qui ne veut pas vérifier l'âge de la personne qui est là? Qui veut vérifier ce que boit celui-ci? Et qui veut vérifier ce que boit celui-ci? Voilà. En gros, vous avez la bonne réponse. À savoir que, évidemment, on va vérifier l'âge de celui-ci. Parce que celui qui boit du Pepsi, il fait ce qu'il veut, hein, il est majeur, il fait ce qu'il veut, mais celui qui est là, il doit être majeur. Et on vérifie ce que boit Monsieur Bieber. Hein. Parce que ce que fait Monsieur Jagger, bon, il est grand, il prend ce qu'il veut dans son nez ou dans ses veines. Et le taux d'erreur est normalement, mais il y a des erreurs, mais c'est de 0%. Alors, donc prenez votre temps quand vous répondez. On a quasiment 0%. Quand la règle, c'est trouver le tricheur, notre cerveau, il est au top. Là, il sent qu'il est bien. Quand c'est retourné des cartes, c'est pas facile. Maintenant, donc c'est le contexte social qui montre bien que voilà, dans un contexte social, on raisonne mieux. Mais si on revient au problème des cartes et qu'on dit on va faire ça dans des groupes de 5 à 6 personnes, selon vous, quel est le taux d'erreur qu'on va avoir? On avait 90% d'erreurs quand on était tout seul, et quand on est en groupe de 5 ou 6, on baisse à 20%. Ça veut dire que dans un groupe, on avait à peu près une chance sur deux, on avait à peu près 80% de chance d'avoir dans le groupe quelqu'un qui aurait su répondre. Donc, dès qu'on a une personne qui sait répondre, tout le monde est d'accord. Ça montre que même si on ne sait pas connaître la réponse, on sait la reconnaître, la vraie réponse. Et c'est là que c'est important. C'est là qu'on rejoint ce qu'on a dit, c'est que collectivement, en fait, on raisonne plutôt mieux. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. On a des régimes politiques qui nous montrent que collectivement, on peut faire de la merde. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui montre qu'on a des biais de confirmation. Donc, on cherche à confirmer ce qu'on pense plutôt qu'à le réfuter. Mais quand on est plusieurs, on accepte les conclusions des autres. Donc, il y aurait un lien. Et s'il y a un lien, quel est-il? Entre le biais de confirmation et le mode de raisonnement en groupe. Donc, avant de vous donner la réponse, deux petits mots sur les biais de confirmation. Parce qu'il y a différents types de biais de confirmation. On a ce qu'on appelle la validation subjective ou l'effet Barnum, qui est que lorsqu'on a un discours qui est à peu près vague et plutôt positif, et que ça parle de nous, on est d'accord. Vous êtes plutôt quelqu'un qui prenait soin des autres. Vous aimez bien être en compagnie de personnes que vous aimez, mais parfois vous aimez aussi être seul. Donc, ça marche pour tout le monde, et donc toutes les pseudothérapies, etc., marchent bien parce que vous vous sentez mis en valeur. Et vous avez l'impression que ça marche. Et on a même fait un test, donc c'est M. Forer qui a fait le test. Il a demandé à ses élèves de leur donner leur date de naissance, lieu de naissance, etc. Il a dit, je vais donner ça à un astrologue professionnel et je vais revenir dans une semaine avec un portrait de vous. Donc il l'a ramené. Les gens ont lu le portrait. Il a dit, entre 1 et 5, quel est le degré de correspondance? Les gens ont répondu en moyenne 4, donc c'est pas mal. Et là, tout le monde avait le même texte. Et à la fin, ça t'a dit, mais monsieur, moi j'y crois pas, ça me ressemble trop. Donc il y a des gens qui avaient beau savoir que c'était un texte que tout le monde avait eu, ils ne pouvaient pas admettre que le texte ne parlait pas d'eux. Donc ça explique l'astrologie, hein, totalement, ce truc-là. On a, alors, dans les biais actifs, on a tout ce qui est biais d'information, c'est-à-dire qu'on a accès via Internet à une quantité d'informations qui est absolument phénoménale. Or, on va tous toujours voir les mêmes. Ah, on préfère ça, même si c'est rouge, alors que la vraie réponse était vert, on va quand même préférer aller voir le rouge. Et ça explique la pensée sectaire, ça explique l'idéologie extrémiste, ça explique les pseudosciences, et surtout le conspirationnisme. Ça, c'est les conspis, c'est ceux qui vont le moins voir ailleurs, en fait. Et c'est ceux qui disent qu'eux, ils ont l'esprit ouvert. Je vois une incohérence. Le deuxième biais, c'est comment on interprète, c'est-à-dire qu'on est capable de donner des textes à des gens. D'abord, on teste leur niveau de croyance par rapport à une théorie, on leur donne deux textes, dans différents groupes, et le texte qui va à l'encontre de ce qu'ils croient, bien souvent, ils comprennent comme s'ils étaient d'accord avec eux. Et là, c'est flippant, parce que quand même, c'était marqué dessus que c'était pas d'accord avec eux. Donc, on est capable de ne pas comprendre ce qu'on lit parce qu'on ne veut pas le comprendre. Ensuite, on ne se rappelle pas tout ce qu'il faut. On va plus se rappeler des cas où, ah, t'as vu, j'avais raison. L'autre jour, j'ai croisé un arabe, c'était un voleur. Bah, il oublie tous ceux qui n'étaient pas voleurs autour de lui. Et on va retenir les trains qui sont en retard. Est-ce que vous vous rappelez de tous les trains qui étaient à l'heure que vous avez pris? Moi, un jour, j'avais 3 heures, je venais à Rennes, 3 heures de retard le train. Ben, je me rappelle, hein, les autres non. Voilà.
Et donc tous ces biais-là, validation, information, mémoire et interprétation, ça construit tous les biais de confirmation qui ne sont qu'une composante de l'ensemble, mais cela, il ne s'explique pas par un avantage évolutif, a priori. Parce que dans la savane, quel intérêt on aurait à vouloir absolument tenir une idée fausse? Il n'y a pas de raison. Et c'est donc c'est là qu'intervient la théorie argumentative du raisonnement qu'on doit à messieurs. Alors c'est pas M. Serber, c'est M. Sperber, je ne sais pas écrire. Donc je corrige maintenant, c'est ce que j'ai trop honte. Voilà. Ah oui, voilà, conclusion, on a une forme de vigilance épistémique, c'est-à-dire que on est capable quand même de disqualifier les idées qui ne marchent pas avec ce qu'on croit, mais malgré tout, on est vigilant à ce qui pourrait être vrai. On n'est pas tant enfermé, mais on est un peu enfermé. Et pourquoi est-ce que c'est logique? C'est logique si le but du raisonnement, c'est pas de comprendre le monde, mais c'est de gagner dans un débat. Parce qu'on est des animaux sociaux. Notre environnement à nous, c'est pas la savane, c'est pas la forêt, c'est le groupe humain. On a intérêt à tirer notre épingle du jeu dans le groupe et à favoriser le groupe. Donc il faut que notre comportement, s'il est partagé par les autres, il favorise le groupe et la santé de chacun. Donc notre but, c'est de gagner notre point de vue et de ne pas croire n'importe quoi. Donc quand vous êtes enfermé, quand vous protégez vos croyances à vous, vous évitez que des croyances fausses externes rentrent. C'est pas si con, en fait. Sauf que si c'est déjà faux dedans, c'est embêtant. Donc il faut être capable d'admettre quand l'autre a un bon argument. Et donc le débat est l'environnement naturel de notre raisonnement. Voilà, c'est la démonstration de la théorie argumentative du raisonnement. Donc on raisonne parce qu'on a appris à débattre. Et à l'heure actuelle, on ne sait plus débattre. Parce que quand on a un débat à la télé, c'est deux messieurs en costard-cravate qui savent déjà qu'ils ont raison. Et nous, on la regarde et quand on ne sait pas qui a raison, on n'en sait pas plus après qu'avant. Bien sûr. Parce qu'ils passent leur temps à être dans le sophisme, dans la démagogie, donc à savonner les pans de l'esprit pour que vous allez bien couler là où ça les arrange. C'est pas un débat d'idées en fait. C'est un combat entre des clans. Et c'est pas un débat dans lequel, comment dirais-je, quand on fait un vrai débat d'idées, on ne cherche pas à gagner le débat, on veut gagner au débat. C'est la sagesse qui parle. Et quand on gagne au débat, il faut venir en voulant apprendre. Si j'arrive en étant sûr et que je repars en étant sûr, ben j'ai rien gagné. C'est autant rester chez moi et faire des mots croisés. Si je viens débattre, il faut que je sois ouvert à l'idée que peut-être je me trompe, et si je me trompe, j'ai tout intérêt à le savoir. Et donc, de manière générale, ça marche bien. Et les enfants, à 6-7 ans, ils sont comme ça. Ils croient un truc, ils le défendent, mais si on leur montre que c'est faux, ils sont hyper contents de se rendre compte que c'est faux et d'apprendre plus. Quand on est adulte, on a moins ça. Et peut-être qu'il faudrait qu'on le retrouve. C'est un peu pieux. Hein. Donc, le raisonnement, parce qu'il marche comme ça, il ne mène pas forcément à une réponse juste, mais il mène à une réponse qu'on peut justifier, et c'est pas pareil. La preuve, quand vous dites que Jean est timide, réservé, machin, vous dites, il n'est pas vendeur. C'est pas vrai, mais ça c'est justifiable, parce que quelqu'un qui serait timide, il ne peut pas être vendeur, ça paraît logique, mais c'était faux. Et puis donc, du coup, on fait le choix le mieux argumenté. Si j'ai des arguments pour défendre telle thèse, je vais faire ce choix. Parce que ça me rassure de me dire, ok, je l'ai fait, mais j'avais des arguments, même si c'est faux. Voilà, après qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc du coup, au niveau individuel, comme on a des biais de confirmation, on va avoir tendance à argumenter pour défendre ce qu'on croit déjà être vrai, et donc à chercher à confirmer. Donc quand on a nos cartes, on retourne les cartes qui vont nous confirmer. Quand on a les triplés, on va pouvoir proposer des triplés qui vont confirmer, plutôt qu'affirmer. Donc on a un raisonnement qui est de type circulaire, je vais justifier ce que je crois. Et collectivement, on va plutôt être dans une délibération. On va se contredire. Éventuellement, on va se taper dessus, du coup c'est un échec, parce que c'est pas le but. Et là, on aura le choix. On aura le choix entre plusieurs propositions, et je choisis ce qui me convainc. Et voilà. Et donc c'est peut-être ça, l'intelligence collective. Moi je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence, je ne sais pas le définir, mais peut-être que si nos raisonnements individuels, qui sont tous biaisés, circulaires et subjectifs, lorsqu'on les met ensemble, et qu'on fait un débat d'idées, on construit des décisions qui sont plus rationnelles, alors ça me semble être intelligent. C'est comme ça que je définirais l'intelligence collective, sachant que une décision collective qui est avantageuse, elle est pour le groupe, mais elle est aussi pour l'individu. Donc le grand avantage de cette théorie argumentative, c'est qu'elle ne suppose pas que le groupe existe comme entité en tant que telle. Ce n'est pas une entité qui prend des décisions, qui réfléchit. Chacun d'entre nous, on a une stratégie par rapport à notre raisonnement qui, lorsque c'est
rendu universel produit un résultat à l'échelle du groupe, qui est vertueux. Ça ne veut pas dire que le groupe avait une stratégie. Donc c'est vraiment darwinien comme processus. Et donc c'est très élégant pour ceux qui aiment le processus darwinien. Et malgré tout, comme pour conclure sur une note très très positive, malgré tout, on a plein de gens qui croient à ça. Là, donc on a les vaccins causent l'autisme, Napoléon n'a pas existé, les pyramides c'est les IT. Et puis on a des gens qui croient aux chemtrails, qui croient que la reine d'Angleterre est une reptilienne. Et puis on a toutes les thérapies qui sont les thérapies qui ne sont pas prouvées, qui se sont voire prouvées que ça ne marche pas. Peut-être que parmi vous, il y en a qui croient à certaines de ces choses-là, c'est possible. Et dans ces cas-là, je ne dis pas que c'est faux. Là, je vais finir avec du lourd. Je ne dis pas que c'est faux. Mais à minima, tout ce qui est là, ce n'est pas prouvé. Voire, on sait que c'est faux, mais pour certaines. Et malgré tout, pour ceux qui sont passés par là à qui on a raconté de faire, on a l'impression que c'est vrai. Alors, je n'ai pas le temps de faire un truc spécial sur les thérapies. J'en ferai un à Colmar à la fin du mois. Venez à Colmar. À minima, après tout ce que je vous ai dit, demandez-vous pourquoi, collectivement, on sait que la médecine scientifique, elle fonctionne, et pourquoi tout ça, c'est pas mis dans la même médecine scientifique. Peut-être parce que collectivement, on a mis au point une méthode, qui est la science, qui permet de valider des choses. Et donc, je vous encourage à être prudent par rapport à ces choses-là qui, à minima, ne sont pas prouvées. Et donc, soyons intelligents collectivement. Je vous remercie. Donc, on peut passer aux questions, aux insultes et à tout ce que vous voulez. Il fallait accepter le fait qu'on est des cognitifs, donc qu'on a un cerveau un peu déficient et qu'on est tous dans une normalité, donc on n'a pas personne, mais on a tous l'impression d'être plus intelligent que les autres, alors qu'au final c'est pas forcément vrai. Mais dans ce cas-là, à partir du moment où on l'accepte, est-ce que ça veut dire qu'on se sent plus intelligent parce qu'on l'accepte? C'est le risque. Mais je vous ai montré des illusions d'optique. On voit l'image avec le cercle orange. Moi, je sais qu'il ne bouge pas, et pourtant, je le vois bouger. Donc, même quand on sait qu'on est biaisé, on est biaisé. Donc, il y a peut-être des gens qui se disent, parce que je connais le biais de confirmation, alors je suis bien intelligent. Ben non, non, ça veut dire qu'il faut faire attention autant, enfin plus, parce que on sait. Donc, c'est comme si je sais que l'eau, ça mouille, je vais quand même dehors avec un parapluie. Parce que ça ne va pas te protéger, le fait de « Ah, je sais que ça mouille, c'est bon, je vais. » Bon, après, si on les met mouillés, c'est bien, c'est pas un problème. Mais donc la réponse est non, ça ne rend pas plus intelligent ou moins biaisé de le savoir. Mais ça rend plus alerte. Et on peut utiliser des outils, que je ne vais pas présenter ici, mais on a des outils en pensée critique pour, dans une situation donnée, dire « Ok, je suis là, qu'est-ce qui est le plus raisonnable comme choix ou comme idée ?» Et ça peut aider, ça oui. Je voulais poser, c'était quand j'ai lu celle avec Stop Mensonge et quand j'ai vu à quel point la personne était très renfermée dans ses convictions, alors que toi, tu as essayé de calmer le jeu et d'apporter une approche un peu différente, et que la personne ne sortait pas du tout de son cercle. Je me posais la question de comment faire avec ce genre de personne pour arriver à les faire un peu bouger, quoi. Est-ce que tu as l'impression que j'ai réussi? J'ai pas l'impression que tu as réussi dans le sens où je me sentais, lui, beaucoup trop renfermé. Bon, c'est ta réponse. Je n'ai pas réussi. Donc je ne sais pas. Alors peut-être que d'autres auraient mieux fait. Le fait est que j'ai fait des erreurs dans la manière de procéder. Ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique. En gros, c'est Socrate. Et donc, relisez Socrate, enfin Platon. Et la maïotique, c'est que ça ne sert à rien d'aller vers l'autre et lui dire « t'es con, t'as rien compris ». Parce que, bon, ou même, tu n'es pas très intelligent. Non, il veut mieux lui dire « tu crois ça ?» Pourquoi tu crois ça? Explique-moi. Parce qu'après tout, je ne suis pas plus bête que toi. Si tu es arrivé à cette conclusion, j'aurais aussi arrivé. Et la personne va si c'est fait comme ça, il n'y a pas raison qu'elle dise non, expliquer pourquoi elle est arrivée à cette conclusion. Et c'est à vous de dire, alors, ok, mais là, quand tu dis ça et que tu conclus ça, comment tu peux conclure ça? À chaque étape. Et quand les gens ont tort, il y a forcément une étape où ça merde. Et même quand ils ont raison, on peut arriver à une même conclusion, mais se tromper plein de fois. Mais bon. Et après, c'est la personne elle-même de voir que son raisonnement ne marche pas, qu'il y a une aporie, et puis après, c'est elle qui en fait ce qu'elle veut. On ne peut pas déconvertir les gens de force. Et il ne faut pas espérer le faire, en fait. Donc il faut discuter, il faut poser des questions.
Et les gens qui sont notamment dans des sectes, on dit qu'il faut 6 crises en moyenne, 6 crises épistémiques pour avant que les gens acceptent enfin de renoncer à comment ils voient le monde. Mais on est hyper attaché à la manière dont on voit le monde. Et le philosophe tout à l'heure disait que quand on dit aux élèves qu'en réalité le soleil tel qu'on le voit, la lumière a mis 1 minute pour nous arriver, que les étoiles qu'on voit peut-être sont déjà plus là et qu'on n'a accès qu'à une petite fraction du monde réel, bah les gamins ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils aiment bien penser que le monde est solide et il est rajouté et la matière est vide. Ah, donc, on préférerait que le monde corresponde à ce qu'on en voit. Et sauf que c'est pas le cas parce que nos intuitions nous mentent, parce qu'on voit mal le monde. Et donc, mais il faut accepter. Ce qui marche le mieux, c'est quand on montre à l'autre que nous-mêmes on peut se tromper et qu'on l'accepte. Si on vient en disant moi je sais parce que j'ai beaucoup lu, même si c'est vrai, ça marche pas terrible. Donc c'est la modestie qui marche. Voilà. Donc je suis venu en blouse blanche pour vous démontrer, parce que personne n'a posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai une blouse blanche? Parce que c'est l'argument de l'autorité. Et ce qui est terrible, c'est que même maintenant que je vous l'ai dit, comme les biais marchent quand même, le fait que je porte une blouse, je vous parais quand même plus intelligent, même si vous savez que je l'ai porté exprès pour ça. Donc c'est tout bénef. En plus, c'est pas salissant. Est-ce qu'il y a une autre question? J'observe 100% d'hommes qui prennent la parole. Juste pour le noter. Inapplicable. Ça voudrait dire par exemple que chaque mail ou chaque info que tu reçois sur Facebook, tu devrais les rechercher non pas dans les 20% de sources que tu as l'habitude d'avoir, mais dans les 80 autres. Si tu lis par exemple les Nouvelles Alsace ou Moi Ouest-France, on se devrait d'acheter d'autres journaux, je ne sais pas quoi, et c'est tout simplement inapplicable. Ah, Ouest-France aime beaucoup parler de pseudosciences en plus, donc arrêtez de le lire. Arrêtez de lire. Oui, non, mais sur le principe. Oui, alors il n'y a pas d'absolu dans la démarche. Donc évidemment, sinon, dans l'absolu, on revient à Descartes. Le doute absolu mène à un solipsisme, j'existe. Ah, super, elle va le faire. C'est pas ça qui va cuisiner mon bourguignon de ce soir. Enfin, il faut peut-être faire des choses. Donc c'est une hygiène mentale, c'est une démarche. C'est juste que il faut avoir le bon dosage de doute. C'est-à-dire que si mon meilleur ami m'a donné l'étude de ne pas me cambrioler, et si un jour je suis cambriolé, je ne vais pas partir du principe que c'est forcément lui. J'ai de bonnes raisons de penser que ce n'est pas lui qui l'a fait, parce qu'en effet, c'est mon meilleur ami. Si je lis sur Facebook une information d'une source qui m'a toujours donné l'étude d'être correcte, ben j'aurai un a priori favorable. Et ce n'est pas déraisonnable. Parce que je n'ai pas le temps physiquement d'aller tout vérifier. Donc on fait tous un compromis entre ce qu'on devrait faire dans l'absolu et ce qu'on fait dans la réalité. Mais il faut toujours le faire en sachant qu'on peut se tromper. Et c'est là en fait, c'est juste, on a cette petite soupape, ce petit degré de liberté qui fait que, ok, je peux croire ça, et j'ai le droit de le croire et de le défendre, si j'accepte que je peux me tromper et qu'on peut me montrer que j'ai tort. Et ça, tout le monde peut le faire, je pense. Si on en est là, après, tout le monde devrait systématiquement tout vérifier, ouais, ok, mais on n'a pas le temps. Donc, et puis il faut accepter que le neurochirurgien qui va me parler si je dois me faire opérer, il sait mieux que moi. Je ne vais pas aller demander 40 autres avis pour me faire moi un dossier pour décider comment on va m'opérer. Si lui me dit qu'il faut passer par tel endroit et faire ça, je n'ai pas d'outils pour le faire. On ne peut pas être expert en tout. Donc il faut, c'est ce que dit Gérald Bronner, on a un marché cognitif, il faut accepter de déléguer la connaissance à ceux dont c'est le métier. Donc il y a les physiciens qui font la physique quantique, et puis il y a ceux qui font du chamanisme. Quand les chamans commencent à parler de physique quantique, il ne faut pas les écouter. Quand un médecin parle de physique quantique, il ne faut pas l'écouter non plus d'ailleurs. Quand un ingénieur qui ne fait pas la physique quantique, il ne faut pas non plus l'écouter. En fait, il faut écouter que ceux qui font la physique quantique sur la physique quantique. Donc, genre, ceux qui vous font des grandes théories sur la conscience et qui ne sont pas physiciens quantiques, eh ben, qui parlent d'autre chose. Ça c'est pas dur à faire. Mais il faut apprendre à le faire. Une fois qu'on l'a appris, c'est pas dur. Mais il faut cette humilité de dire que ma démarche, c'est un idéal, c'est un horizon. Je ne suis pas zététicien autant que je devrais. Je ne suis pas sceptique autant que je devrais. Et je ne suis pas humble autant que je le devrais. Voilà. C'était ma confession. Je vous confesse. Quelqu'un d'autre? Madame. Ah, une dame. Voyez, fallait le dire. Une question, vous balancez les intuitions, je veux savoir si vous permettez de savoir la différence entre une intuition et une expertise. Parce que
l'expertise a donné la bonne réponse. Oui. Oui, mais alors, l'intuition, le problème c'est que quand on a une intuition et qu'elle est bonne, on est content. Quand elle est mauvaise, comment on sait qu'elle est mauvaise? Parce qu'il s'est avéré après coup qu'elle était mauvaise. Mais on ne pouvait pas prévoir avant qu'elle était mauvaise. L'expert, c'est celui qui sait pourquoi il sait. Alors, après, il y a des experts qui sont tellement experts dans leur domaine qu'ils ont des intuitions qui sont plus justes que les autres. Ça, c'est vrai. Mais moi, l'expert, s'il me dit « je le sens comme ça », je préfère qu'il me dise pourquoi il sent comme ça. Et si s'il sait pas me dire pourquoi il le sent comme ça, peut-être qu'on ne prendra pas une décision vitale sur la base de « je sais, mais pas pourquoi ». Je pense que c'est mieux. Et le vrai expert, c'est celui qui dit « voilà, on a telle et telle condition. Si ces conditions-là s'avèrent être vraies, alors cette conclusion-là est la bonne. » Et il aura raison par rapport à ça, il faudra juste vérifier que c'est les bonnes prémices. L'intuition, c'est voilà, je crois que c'est ça. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ça. Et si on devait comparer les deux, je pense qu'il y en a une qui est quand même plus faible que l'autre. Je sais pas, ou je vais te mettre des tomates, si je dis des bêtises. Mais tant qu'on peut en parler et réfléchir, on peut ne pas être d'accord. Il y avait monsieur qui voulait, madame aussi. Le micro, parce que comme c'est capté. Je vais te dire quelque chose aussi, mais j'imagine qu'un expert qui a une intuition sur son domaine d'expertise, à un moment donné, il va être capable d'expliquer son intuition, de trouver la réponse. Donc, je pense. Enfin, le deux, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est aviateur, qui a des milliers d'heures d'avion à son compte, il peut sentir qu'il y a un truc qui se passe mal dans l'avion. Parce qu'en effet, ça répond mal, ou qu'une tempête arrive, il ne saura pas dire pourquoi. Mais parce qu'il a accumulé tant d'heures, il a su détecter qu'il y a un truc qui n'était pas habituel, qui était anormal. Et ça, c'est possible. Mais il ne saura pas dire ce qui s'est passé. Et dans la vie de tous les jours, lorsqu'on prend des décisions importantes, alors pour les décisions quotidiennes, c'est suffisant. Mais pour une décision importante, je milite pour qu'on dise que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'expert, s'il veut qu'on l'écoute, il faut qu'il justifie pourquoi on l'écoute. Et donc l'intuition n'est jamais c'est jamais un argument, en fait. C'est juste un indice. Madame n'est pas d'accord, mais si vous voulez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole. J'avais l'intuition qu'il y avait un problème. Un biais. Vous m'entendez? Ah oui, là oui. Non, je suis en fait, j'entends, je sens tellement de choses en fait contradictoires. Enfin, j'ai du mal à suivre tout ce que je perçois humblement, et notamment sur l'intuition qui vient justement avec l'expertise, le ressenti, l'écoute. Enfin, je pense que ça dépend d'où elle vient, de l'intérieur ou de l'extérieur. Si justement elle est conditionnée par réflexe lié à l'expertise et au nombre d'heures de vol, si on reprend l'exemple du pilote, et si elle vient d'une écoute attentive avec des signes justement qui peuvent, en lien avec l'expérience, faire sens. Enfin, je pense que rien n'est simple. Je pense que justement, quand on a conscience, si je peux utiliser ce terme sans être physicienne quantique, enfin, voilà, juste avec ce que je suis aujourd'hui, je pense qu'il faut rester ouvert à tout, comme vous le disiez, dans l'échange, la différence. S'auto-challenger, s'inter-challenger, je ne sais pas comment le dire ni l'expliquer. En tout cas, peut-être pas biaisé par une intention définie, déterminée, pour laisser tous les champs possibles et être en lien. Enfin, je crois que c'est ça l'important. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je ne vois pas en quoi ça contredit ce que j'ai dit. Je pense qu'il y avait deux notions dans l'intention, enfin je veux dire qui ne sont pas contradictoires, qui sont juste une histoire de point de vue. C'est comme l'histoire du 6 et du 9, les deux sont vrais, ça dépend de quel point de vue on les observe. Je vous dis que la chaise est rouge, elle est rouge ou elle n'est pas verte. Mais si vous la voyez rouge, elle est rouge parce que c'est votre réalité, moi c'est ok pour moi. On est dans la même réalité en fait. Oui, mais voilà, l'important c'est de créer ensemble une réalité commune dans laquelle on va pouvoir... non, la réalité... Enfin, l'important, si on a envie de se... C'est pas nous qui créons la réalité, c'est ça le truc. Nous, on crée nos perceptions, mais nos perceptions sont toujours plus ou moins fausses, et c'est à nous de trouver des moyens objectifs de vérifier si on a bien compris. Et une méthode objective, c'est une méthode qui n'est pas intuitive. La science, constamment, a montré que l'intuition était fausse.
à chaque fois qu'on a fait une découverte, c'était contre l'intuition. Donc l'intuition est toujours un mauvais argument pour... Enfin, je n'ai pas connaissance qu'on ait fait une découverte scientifique grâce à l'intuition. Non, j'ai du mal à m'exprimer. Enfin, je veux dire, pourquoi vouloir, en fait? C'est ça, c'est là, comme vous dites, la réalité. Enfin, voilà, on la partage ou on la partage pas. Le but, c'est de décrire pour la comprendre. Mais le but, c'est de... De la décrire pour la comprendre. Si on veut faire voler un avion, il faut être capable de comprendre comment ça marche. C'est pas par intuition qu'on va y arriver. Ah, je suis d'accord. Enfin, c'est juste ça. Non, mais bon, bref, Okay. Vous voyez, je ne tenais pas spécialement à prendre le micro, mais je grave, vous remercie de cette invitation que j'espère avoir honorée. Je ne sais pas quelle heure il est, si on s'arrête maintenant, si on a le temps. En l'occurrence, ça te permettra de faire une pause d'1 quart d'heure entre les deux conférences, c'est peut-être pas plus mal. Ok, bah, je vous remercie. Merci beaucoup.